J'avais pris un chemin de traverse qui court vers l'ouest et monte peu à peu en dominant le pays, et gravi jusqu'au sommet, où m'asseoir dans la lumière revenue, je m'assis sur un tertre, doré de touffes de genêt, qui me recouvrait d'une ombre claire sans me priver d'un rayon. Je me déclinais du spectre des choses ranimées à l'infini. Les herbes et les blés qui montaient à l'envi et semblaient se hâter pour attraper le temps perdu, les bois surtout, étincelants de fraîcheur, balancés par un reste de brise, et dans les plis du sol et le lacide haie, toutes les fleurs s'étaient mises à s'ouvrir. Ce fut là que la terre me dit, la terre qui est en moi, comme une présence humaine, et me parle souvent un mot immatériel, dont j'entends cependant le rythme et le bruit. Elle me dit « Que fais-tu » Je me grise de votre aspect, à ce moment unique de l'année. J'admire ce torrent de sève dont vous inondez en silence toute chose de brins d'herbe, aux chênes vastes. Pas un bruit ne révèle l'ascension du flot vital. Quel débordement cependant. On en suit l'envahissement sans rien toucher, à voir seulement les tiges et les cimes ployées, saturées du suc et si molles qu'elles peuvent à peine se relever au vent. Les vieilles branches même en paraissent assouplies. Il y a des souches mortes qui essaient à reverdir. Les œuvres silencieuses sont les durables. Je veux dire, celles pour qui l'on se recueille. On croit que je sommeille l'hiver sous ma couche de neige ou ma carapace de gel. Non, je couve, j'alimente en secret les germes. Or rien ne meurt en moi. Tout se transforme et renaît depuis que j'existe. Et le soleil, mon époux, je nourris posément, sciemment, avec sagesse, mesurant à chacun sa source de vie, et de plus à son heure, le brin d'herbe ne reçoit pas autant de sève que l'arbuste, ce qui le briserait, l'arbuste autant que l'arbre géant. Et je n'éveille ni les uns ni les autres en même temps. Regarde la bande de châtaigniers au bout du bois, hésite encore. C'est qu'elle mûrit la dernière ses fruits. Je sais, il y a longtemps que je cherche à comprendre vos voix. Elles sont simples, de collaboration et d'union. Je suis pas la terre qui se confond avec la nature impassible et étrangère aux sentiments des êtres, que le poète a dite une marâtre, mais la terre amie, fidèle dans l'épreuve et la joie, toujours prête à accueillir l'homme, où qu'il arrive, à l'abriter et à le rassasier. Vous êtes l'universel et naturel creuset ouvert dès l'origine, où nous jetons nos semences et nos pensées sans les perdre jamais. Je stabilise encore vos aspirations, cet habitat rural que je conserve, où chaque jour ramène et la raison même est le résumé du sillon. On ne conçoit pas un bien sans un toit sans un foyer sans une famille sans entente, union, amour. Toute la concordance des êtres et des choses est là. Je ne me rassaisis pas de la goûter, de l'éprouver ou que j'aille dès que je vienne. Après quelques heures d'absence ou quelques jours, je retrouve toujours le même tressaillement en rentrant. Un rien m'attire et me retient, un rien que le retour révèle. L'herbe qui pointe, l'arbre qui met ses feuilles, la fleur qui s'épanouit, l'oiseau revenu et qui s'assemble pour partir, l'eau étincelante avec l'été, la bête qui paît, à pas imperceptibles sur un fond de coteau, comme sculpté sur un bas-relief. Et surtout le souffle du foyer, et respirer du plus loin, l'accueil des riens pressentis au fond du cœur. Le rire de la demeure familiale, tout m'est coutumier, intime. Jusqu'au signe propice de la journée, je sais le moment où le soleil inonde la route ou la couvre d'ombre, et l'allonge le plus au pied des arbres alignés, où la promenade est la meilleure en toute saison. Le moment où le vent souffle et rafraîchit l'été, où l'hiver il réchauffe en arrivant d'Espagne, ou tombe contenu par la colline, ou détourné par le bois. Je crois que je me dirigeais dans l'obscurité même, comme l'animal sauvage qui ne se heurte jamais dans la nuit la plus noire. Ce n'est point tout de l'aimer. Il faut bâtir sur cette pierre du foyer. Hors d'elle, si court de jour, l'homme n'est que vagabond. À transporter son être, il abandonne chaque fois quelque chose de sa vie. Il disperse ses souvenirs les plus profonds, les plus poignants,
avec les morts qu'il oublie en chemin. Il faut qu'il recommence d'exister. Où il arrive, il n'est à nouveau qu'un étranger. Ses habitudes sont rompues, celles des autres où il se heurte le surprennent et le blessent, car il est un pli d'âme comme il est un pli du corps. Il doit se faire même à l'air qu'il respire, à la nourriture qu'il prend, et la face d'un autre ciel déconcerte son regard. Il les rapporte, il compare tout à ceux qu'il a quittés. Enfin, il ne se reconnaît plus lui-même, tel que la coutume et l'atavisme l'ont façonné. Individu ou plante ne transplante rien impunément. Errer multiplie les surprises de la vie. L'homme, vois-tu, n'a toute son assiette et toute sa force que dans son milieu originel, là surtout où il est enraciné. As-tu jamais remarqué l'assurance et la dignité que je donne aux plus humbles ? Rencontre un paysan sur la route banale et te saluera le premier. Comme ils le font ici, en tournant la main, leur béret de l'oreille gauche à la droite, ou en touchant les deux doigts leur front, à la manière militaire. Et la femme te saluera d'un regard ou d'un sourire, car la race est courtoise. Va chez lui. Il marche à ta rencontre, mais attends ton bonjour. Il n'est plus le même homme sur ses fonds. Plus celui-ci est considérable, plus il s'estime important de lui-même, comme il se sentirait diminué s'il perdait une parcelle. Il ne sait pas clairement si ses vignes, ses champs et ses prés dépendent de lui ou s'ils dépendent d'eux, s'il fait partie de son bien ou s'il l'incarne. Mais il sait qu'ils répondent l'un et l'autre, qu'ils valent l'un pour l'autre. Il sait qu'ils ne font qu'un, qu'ils ne sont qu'un. Il dit, en montrant ses bois verts encore à l'extrême saison, je n'ai pas perdu de feuilles cette année. Et c'est pourquoi on les nomme tous les deux tantôt d'un nom de l'homme, tantôt d'un nom du bien. C'est pourquoi, conscient de cette double individualité, maître incontesté d'un patrimoine, il en acquiert à ses propres yeux fierté, autorité, majesté presque. Vous me faites sourire. Le trait juste, je citerai des noms. Suis-moi. Vous parlez toujours d'avenir, de famille, de race, de vous continuer. Qu'est-ce donc se continuer ? Sinon, se prolonger, se survivre dans les siens, au même lieu, par les mêmes moyens, par les mêmes buts, ou mieux, assurer cette survie que sur le bien paternel. Attacher et retenir les fils qu'autour d'un foyer fixe, leur mettre en main l'outil dont on connaît le poids, dans la bourse des ressources dont on sait l'usage. Ils sont initiés et pourvus, ils sont gardés des illusions et des errements par les leçons, succès avec le lait, et l'orientation n'est pas douteuse. Ils entrent du premier pas dans un chemin où les étapes sont marquées. Ils viennent de loin pour aller loin, et jusqu'aux instincts mystérieux du sang, les entraînent et les poussent, reçus avec le souffle en même temps que l'héritage. Tout concourt. C'est ce que vous appelez la tradition, ici, sur un sol immuable que nul bouleversement n'empêche de revivre, car l'établissement offre cette sécurité. Vous devez dire vrai, vrai comme la réalité du monde. Autour de la première pierre assise sur un sillon a grandi le premier groupe humain, avec ses codes, les droits et les devoirs, sa structure de hiérarchie et de pouvoir, son armature de sentiments, d'espoir et de souvenirs, son organisme enfin. Les nations en fin de compte ne sont qu'amas de toi amis, de toi parents, enracinés sur un sol cultivé, aimé, défendu, où il n'y a plus de champs travaillés et protégés, il n'y a plus de nation. Les hordes errantes le sont parce qu'elles abandonnent chaque matin la place occupée chaque soir, qu'elles déplient et replient leurs tentes sans rien fertiliser aux alentours, ajoutant en les piétinant à la stérilité des déserts parce qu'elles ne savent jamais que faire halte. Nul vestige ne reste quand le vent a passé. Elles ne laissent même pas derrière elles l'ombre vaine de leur demeure d'une nuit. À l'établissement de l'homme sur le sol, à son affermissement, il faut joindre ce don social que vous nous faites. Vous nous gardez libres, nous sommes libres de nos pas, de nos actes,
de nos paroles. Je sais, vous ne nous laissez pas toujours faire ou ne pas faire. Rien n'arrête ou ne change le cycle des travaux, mais nous pouvons laisser passer l'heure d'ensemencer ou de moissonner. Ni la maladie ni la mort n'interrompt. On ne doit soigner l'animal, finir la vendange, commencer le labour. Mais là, même nous, restons libres de la tâche, de la distribuer, de la conduire. Comme je plains l'ouvrier d'industrie dans ces cités meurtrières où un peuple s'engouffre chaque matin, une multitude d'individus parqués par spécialité entre des murs retentissants de fracas de métal derrière des vitrages aveugles où jamais un souffle de firmament n'arrive, une eau claire ne glisse, un oiseau ne chante. Rien qui rafraîchisse le fond ou le cœur. Là règne le taylorisme. Il impose toujours le même travail dans les mêmes conditions, toujours le même effort où le muscle, seul, à part, le geste peu à peu supplante la pensée. Inutile de chercher, de s'appliquer, de s'ingénier. Plus le mouvement est mécanique, plus il est producteur. Et d'année en année, par cette répétition d'actes devenus instinctifs, l'âme de l'ouvrier s'éteint en même temps que son corps s'épuise. J'ai lu un rapport d'hygiéniste, un réquisitoire presque, où il est décrit que certains comités de techniciens embauchent de préférence l'ouvrier médiocre ou même simple parce qu'il se laisse prendre plus docilement dans l'engrenage implacable de la méthode de production. Et il cite des cas où ces automates, dans la maladie, dans le délire, refait obstinément le geste mécanique qui l'obsède au point de se réveiller fou. C'est une sorte de dévastation de l'être sentant et pensant. Il est mot, je crois, pour désigner cette multitude anéantie. Le matériel humain. Évalué dans son rendement, son coût et son usure comme une perforatrice ou un marteau-pilon, mais vous, terre, matériel, vous nous consacrez l'initiative, l'émulation, au travail, la satisfaction mentale et l'amour de l'ouvrage. Par là même, il s'en trouve allégé, mieux, il devient attrayant. La variété de la tâche maintient la lucidité de l'intelligence, comme les changements d'attitude et d'outils, la souplesse des membres. Rien ne s'ankylose au champ, ni l'esprit ni le muscle, et chacun s'ingénie avec contentement. Il suffit de voir un bouvier tracer sa raie, comme un crayon. Et quel crayon! À coudre, à la mesure d'un glaive. Il s'interrompt, il quitte la pièce, il recule, il examine si le trait est droit et serré. En rentrant à la soupe, il se félicite de voir le bergeronnette, sa compagne de sillon, courir sur le labour sans un battement d'aile, tant il est uni. Il imite de la main sa marche aérienne. L'homme reste un homme à votre service. J'ai souci de la dignité de sa tâche. Or, les heures de presse que j'ai dites, heures de feu, vous nous donnez le loisir de la détente et du repos. On connaît l'hiver, les journées de travail errant, plutôt exercice de santé que labeur. Un outil léger, de fil ardent à la main, le long des jachères, des haies, autour des arbres, commencé, interrompu, terminé à son gré, les gardes paresseuses, le fusil sur l'épaule, aux aguets, de la lièvre qui fuit ou de la palombe qui se pose au derrière du bétail, passageant ou encore la promenade à char à bœuf vers la lande lointaine, où l'on émondait les tausins, on charge les branches et l'on rentre en sifflant. En l'été, malgré l'urgence, on prend le moment d'étancher sa face ruisselante et celui de quitter les chantiers pour un coup de vin, là-bas, à la lisière du bois noir, où la dame Jeanne est couchée dans la fougère, celui d'y courir. On prend le temps de la sieste, le temps du goûter. Quoi encore? C'est à moi de sourire. Tout cela, la peine et le plaisir, a l'air aromatique ou salé, également tonique, qui s'échangent entre les Pyrénées et l'océan, l'Atlantique aux fumées d'écume, ou bien entre les monts encore et les landes profondes, mystérieuses à travers la Gascogne entière, et devant les horizons mouvants qui reculent à chaque pas dans la lumière, et sous l'infini des cieux azurés comme voûtés. Ah, vous nous permettez l'aise et le charme de vivre, vous nous y invitez. Tu m'as parlé pour les tiens, pour ceux qui travaillent sous tes ordres, tu ne m'as pas répondu sur toi-même, sur toi seul. À moi, dont les bras sont oisifs, que vous ne délaissez pas, vous avez ménagé les joies de la pensée, le pain quotidien gagné, je puis réfléchir et produire.
Bien mieux, vous avez égayé mon esprit, vous l'avez tourné vers cet univers rural que l'homme, l'animal et les choses végétales composent en fonction les uns des autres, où l'homme assujettit et adapte la bête, choisit et multiplie la plante, ou à leur tour, ils le plient à leur nature et à leurs exigences. Ils ne peuvent se négliger, se séparer, s'abstraire les uns des autres. Ni l'homme ne saurait brasser le sol sans la force des bœufs, ni les bœufs s'employer sans être joints, et le cep reste sauvage sans les soins du vigneron. Mais tous ensemble, à l'ouvrage, l'homme, l'animal et la plante font de la substance de la vie. Vous m'avez appris l'attrait de cet univers. Il est dans ces relations d'être à être, animé et inanimé, indissolublement unis, dans la levée éternelle des moissons. Il est dans l'unité de la tâche essentielle entre toutes. Il est dans le contentement de l'élaboration quotidienne et dans la certitude de remplir sa destinée. La plus obscure, là, ne manque ni de grandeur ni de beauté. Le peu que je dis, à ma mesure d'homme éphémère, c'est cela. Et c'est comme une source que vous avez ouverte en moi. Tu n'oublies que le cœur. Et j'ai aussi des nids pour les hommes. Des nids où l'on se serre, où l'on se réchauffe, plus étroitement qu'ailleurs. Écoute un souvenir sur les tiens, sur ton père. Il était âgé déjà, et toi, adolescent. Il avait 40 ans de plus que moi. Vous viviez tous alors, père, mère, frères et sœurs. La mort n'avait pas encore fauché parmi vous de se faire tremper de larmes. Vous restiez entre vous, dans l'intimité de la maison, et des amis venaient vous voir. L'un d'eux surtout, écrivain catholique renommé et descendant aux Pyrénées. Il s'annonçait, à l'ordinaire, au commencement de l'été. Il aimait ces jours qui ne veulent plus finir. Il se plongeait dans les bois, les landes et les prés, marchant vers l'horizon profond, muet, toujours ouvert dans la douceur et la splendeur des cieux de chez vous. Arrivé de Paris, il disait « Quelle paix !» On ne le voyait qu'au repas, et quelques instants après, celui du midi, au moment du café, et puis il reprenait les chants. Au repas, il étincelait de verve, de saillies et d'images. On aurait cru que les cieux, que les eaux, que la face des choses baignent d'aurore ou de couchant, que l'infini parcouru du pied et du regard l'avait empli de couleurs, de rayons. On cessait de manger pour l'entendre, et votre vieux valet de chambre, qui lui voyait venir depuis sa jeunesse pourtant, prenant son humble part de cette fête de la parole, en oubliait de servir. Il s'appelait David. Il était tout en favori, et un peu plus, il se serait mêlé à la conversation. Dès que votre ami débarquait, cette ivresse du pays le gagnait, le pied encore sur le marchepied. Il vous saluait à la manière des héros d'Homère. Il avait une voix incisive et timbrée. Il était grand, de teint mat, avec un court nez d'aigle et des yeux comme un feu noir. Vous tous, au premier roulement de la voiture, vous l'attendiez impatiemment, debout sur le verrou, sans avancer pour le laisser déployer ses politesses. Un jour, tu étais cette fois au collège. En entrant dans la cour, séduit par le groupe penché vers lui, et les sourires qui venaient frapper par le noble et pur visage de ton père, plus rayonnant qu'à l'habitude de la joie de l'accueil, il s'arrêta et oubliant le passé, tant d'années vécues autrefois côte à côte, tant de soleil qui ne reviendrait plus, il s'écria « Mon ami, quel âge avez-vous » Restez alerte ou svelte jusqu'au bout. Mon père se parait volontiers de son âge. Alors ton père, embrassant du regard à ses côtés sa femme, ses enfants, ses serviteurs empressés au bagage, autour de lui, sous les toits jointifs, les gens du domaine qui entrèrent ou sortèrent devant lui, son vaste parc développé en arcs de cercle, et les pelouses, les massifs, les bois d'aisance percés d'allées, et l'étang dont il était si fier retaillé dans son val à main d'homme, et presque enseveli sous le feuillage comme une eau vierge, embrassant de l'esprit dispersé au loin sur 5 communes. Ces matéries où le repos de midi allait bientôt commencer, avec le pic du jour, songeant à cette tribu rurale dont il était le patriarche, qu'il savait en paix, confiante en son autorité, heureux sous sa loi, et les cœurs battaient à l'unisson du sien. Car en ce temps-là, chacun s'appuyait sur le maître, et le maître sur tous. Ton père répondit, l'âge d'or.
Quel mot échappait à son âme profonde, quel mot de gratitude et d'attachement envers vous. Les pauvres, les petits me chérissent plus peut-être, sans doute parce que je suis toute leur raison de vivre et de mourir. Je pense à présent au vieux Jaco. Je ne connais que lui. Il va toujours à 85 ans, et droit encore. Pas tout juste haut maintenant comme un cep, et quand j'étais haut moi-même comme il l'est maintenant, le premier m'a pris à tailler un sifflet dans un rejet de peuplier. Il habite une chaumière de pisé, grande comme un mouchoir de poche. Au milieu d'un enclos grand comme un drap de lit. Dans la maison, le plafond est de torchis, à peine lié de chaux, et le parquet de briques crues, séché seulement au soleil. Et l'on y voit une cuisine, une chambre, et comme meuble un lit, une armoire, une table, des chaises, et pendues aux cloisons, et ustensiles indispensables au ménage. L'air entre par une porte étroite et 2 fenêtres grillagées. Dans l'enclos, quelques rangs de maïs, de légumes, de fruits, en vaguant et grattant, des poules noires, nourries, on ne sait trop de quoi, et qu'il envoie comme supplément, bricolé, picoré aux environs. Le tout, à peine un abri. Il est un homme pourtant, et y vit. Ajoute qu'il vit seul, sa femme morte depuis longtemps, ses fils disparus aussi, seul, sans une âme au monde qui l'attende et le secourt, réduit au silence éternel de la pensée et du cœur. Mais il est venu te trouver l'an dernier. Oui, pour me demander des tuiles, en présent, sans payer. Il voulait relever son hangar écroulé. Oh, un hangar, une sorte d'auvent où ranger ses bourrettes, ses outils et le bois d'œuvre mis à rassir. Cet auvent était établi devant sa porte, à contre-pluie, sur une poutre reliant horizontalement 2 arbres fourchus. L'un des bords de la toiture reposait sur le sol, l'autre portait sur la poutre. Je lui dis « Vous allez tomber en posant vos tuiles ». « Que non, monsieur. Je travaillerai pieds nus pour ne pas glisser, et sur les mains, sur les genoux, en montant la pente du hangar comme une côte. Prenez tout ce qu'il vous faut, et bonne chance. » Eh bien, il a relevé son hangar, il a déblayé, changé les chevrons, cloué les lattes-feuilles, petit à petit lui-même, et posé les lits de tuiles comme au cordeau. L'eau y ruisselle, sans perdre une goutte. Et un caniveau la reçoit et la dégorge sur le chemin, un vrai travail d'artisan. Les passants s'arrêtent pour le voir besogner, mesurer et ajuster. L'un d'eux, le sais-tu, un vieillard comme lui, mais moins ancien, d'une génération au-dessous, lui dit « Tu ferais mieux d'entrer à l'hôpital. Bon souper, bon lit, et le fauteuil pour t'asseoir et te réchauffer au soleil. Les beaux jours. Vends tout cela. Avec ton petit argent, on te prendra tout de suite. » Jaco faillit lui jeter une tuile à la tête. Il a toujours été de sang vif. Rouge d'indignation, il cria « Vendre ? Entrer à l'hôpital ? Fainéant, abandonner ceci, où la femme m'a fait la soupe, d'où les fils sont partis, mais pour revenir les poches pleines, s'ils avaient vécu où ils rôdent autour du feu le soir, parce que les morts retournent voir ce qui se passe chez eux avec la nuit. Ceci dont j'ai remué toutes les mottes, qui m'a donné ce que j'ai mangé de meilleur, c'est mon refuge, mon gîte, où j'ai toujours soufflé et dormi à mon aise. L'autre, à son tour, cria « pourra bientôt aussi mourir. Je le veux, justement. Ce n'est qu'ici que les choses plantées et les bêtes nourries de mes mains, les arbres où je prends l'ombre, les murs entre lesquels j'ai respiré, aimé, pleuré, me regarderont mourir. Va-t'en !» Le mot est plus beau que celui de mon père. Retiens-les tous les deux pour tes fils et tes petits-fils, qui tressent autour de toi une couronne de vie. Ces mots sont chargés de la sagesse du déclin, quand l'homme, en finissant, peut juger du bonheur de sa vie. Joseph de Pesquidou, Le livre de raison, La voix de la terre.